Bonjour mes amis. Dans l'aviation, il y a des pannes qu'on appelle des pannes de cause commune. C'est des pannes qui touchent des systèmes redondants. Ça veut dire des systèmes qui sont censés être indépendants, qui sont multiples, puis qui soudainement, en rapide succession, voire en même temps, tombent en panne. Tous. Alors, c'est des pannes extrêmement inquiétantes. Elles arrivent en général quand il y a une erreur de maintenance. Parce que autant la redondance du côté pilote, elle est très rassurante. J'ai tant de systèmes électriques ou de circuits électriques, j'ai tant de circuits hydrauliques, j'ai tant de moteurs, j'ai tant de sondes. Donc même s'il y en a un ou deux qui vont tomber en panne, on est toujours couvert. Ce n'est pas nécessairement la même vision du côté du mécanicien. Parce que le mécanicien, quand il travaille, quand il fait sa maintenance, il va des fois en une seule séance démonter ou toucher à plusieurs systèmes redondants. Donc s'il fait une erreur dans sa maintenance, il n'y a plus de redondance du tout. 5 mai 1983, on a un TriStar 1011 de la compagnie Eastern Airlines, vol 855, qui va en faire la triste expérience. Cet avion s'est aligné sur l'aéroport, sur une piste de l'aéroport de Miami International, pour un vol très court, pour un vol qui allait l'emmener à Nassau, aux Bahamas. 300 km de là, en fait. Il suffit de décoller. L'avion, dès qu'il passe le bout de la piste, est déjà au-dessus de la mer. Et puis, il volera au-dessus de la mer jusqu'à quelques instants avant son atterrissage sur une île aux Bahamas. À son bord, il y avait 162 passagers ce jour-là, et puis 10 membres d'équipage. Dans le cockpit, il y a 3 personnes. Le 1011 se conduit à 3, se pilote à 3, donc il faut 2 pilotes et un mécanicien navigant. Ce jour-là, à gauche, sur le siège de gauche, comme d'hab, il y avait le commandant de bord, et sur le siège à droite, il y avait un autre homme avec lui aussi 4 barres sur les épaules. C'était un chef pilote, lui aussi commandant de bord dans la compagnie, qui était là pour tester donc la performance du commandant. Les compagnies utilisent souvent ces vols courts pour faire ce genre de test, parce que un vol court est généralement extrêmement stressant, parce que il laisse pas, son jeu de mots, il laisse pas de temps mort. Ça veut dire que les choses vont se succéder extrêmement rapidement. Comme pour ce vol, il faut rouler, il faut décoller immédiatement. Il arrive en croisière, il passe même pas 2 minutes en croisière, il faut commencer à descendre, il faut faire une approche, il faut atterrir. Donc ça permet de stresser l'équipage suffisamment pour voir en un temps relativement court tout le déroulé de leur travail. Mais ça va faire la différence pour ce vol en fait. Parce que si vous remarquez la dernière vidéo sur le Colgan 3407, dans le cockpit, il y avait quoi? Il y avait 2 personnes complètement inexpérimentées. Ici, on a 2 personnes très expérimentées. L'avion décolle. 20 minutes plus tard, il est déjà sur la descente, sur Nassau. Et à ce moment-là, on a le mécanicien navigant qui va perdre un peu pas monitorer pendant quelques minutes son tableau de bord. Ce qu'il va faire, il va baisser les yeux pour remplir des documents, pour préparer entre autres une carte d'atterrissage qu'il doit soumettre au commandant, qui va afficher sur le tableau de bord. Il y aura dessus les vitesses d'approche, et la masse ou le poids à l'approche et tout ça. Soudainement, le commandant de bord l'arrête et lui dit « Regarde, on a une alarme sur le moteur numéro 2. » C'est celui qui est monté sur l'empennage à l'arrière. Alors, le mécanicien regarde et là c'est le choc. Normalement, ce moteur-là, il a à peu près 21 litres d'huile dans un circuit. Là, il en a 7. Réfléchissent, il n'y a qu'une seule option, c'est l'arrêter. C'est éteindre ce moteur avant qu'il ne s'endommage. Donc, ils éteignent le moteur numéro 2. Il leur reste donc 2 moteurs et ils décident de faire quoi? Ils décident de revenir à Miami. Ils sont plus proches de Nassau que de Miami. Ils sont à peu près 50 000 nautiques de Nassau à ce stade, et Miami, c'est une centaine de nautiques derrière. Mais ils décident de revenir vers Miami. Une des raisons évidentes, c'est que, par exemple, à Nassau, ils n'ont pas de centre de maintenance. Donc s'ils posent un avion avec un moteur endommagé,
l'avion risque d'être bloqué là-bas pendant des jours. Il faudra envoyer des pièces, il faudra envoyer du personnel, envoyer de l'équipement. Ça va être un challenge au niveau logistique pour pouvoir faire décoller cet avion une autre fois. Donc, ce qu'ils font, ils se disent, on fait demi-tour et on revient vers Miami. Ils appellent le contrôleur aérien, ils obtiennent l'autorisation, 180 degrés, ils reprennent de l'altitude et ils reviennent vers Miami. Quelques minutes plus tard, soudainement, les mécaniciens commencent à voir les jauges d'huile sur les moteurs restants, sur le 1 et le 3, qui commencent à baisser carrément à vue d'œil. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa radio et contacte les services de maintenance de la compagnie à l'aéroport de Miami, commence à discuter, puis ils lui disent, écoute, c'est pas possible, les trois moteurs qui tombent en panne en même temps, ou les 3 circuits d'huile qui se vident en même temps, ils sont complètement indépendants. Il n'y a aucune raison pour que ça arrive. Ok. Donc, ils lui disent, le circuit électrique qui est alimenté par le réacteur numéro 2 est responsable de l'alimentation de ces jauges. Donc, quand tu as arrêté le 2, probablement c'est ce qui est en train de causer la baisse d'huile dans les réacteurs 1 et 3. Mais il lui dit c'est une fausse, il n'y a pas une baisse vraiment, c'est juste les indicateurs qui ne fonctionnent pas. Alors ils sont rassurés, ils disent oui, c'est pas possible, les indicateurs ne fonctionnent pas. Un peu plus tard, il y a des alarmes, pression d'huile sur le moteur 1 et 3. Et puis les moteurs 1 et 3 commencent à chauffer. Et puis soudainement, le moteur numéro 3 s'arrête. Donc assez rapidement, l'équipage se rend compte que ce n'était pas des fausses indications. Parce que là, ils sont sur un moteur. Alors sur un moteur, ils sont en train de descendre. Et là, même le moteur qui reste, le moteur numéro 1, il ne donne pas beaucoup de puissance. Même ce moteur numéro 1, il ne donne pas satisfaction. Ils descendent à 600 pieds minutes à ce stade. Assez rapidement, le moteur numéro 1 s'arrête. Le variomètre, il maintient 225 nœuds. Au variomètre, ils ont 1600 pieds minutes. L'aéroport de Nassau, enfin de Miami, est encore à une centaine de kilomètres. Pour l'équipage, c'est clair, l'équation est simple, c'est un aéroport trop loin. À l'altitude où ils étaient, environ 15 000 pieds, ils n'allaient pas pouvoir planer pendant 100 km. Il n'y a pas moyen. Ils allaient finir dans l'eau. Donc, ils informent très rapidement une hôtesse de l'air qui va informer le reste des PNC. On demande aux passagers de se préparer pour un amérissage. Donc là, c'est la panique totale dans la cabine. Beaucoup voient leurs dernières minutes sur Terre arriver. Un tiers des passagers étaient dans une panique totale. Une partie était même complètement non fonctionnelle. Ils n'étaient même pas capables de mettre leur gilet, par exemple. Leur gilet de sauvetage. Une hôtesse de l'air monte sur un siège et commence à crier donc aux passagers, à leur faire la démo comment mettre leur gilet de sauvetage. À ce moment-là, alors qu'ils sont à 10 000 pieds, il y a le mécanicien navigant qui prend donc le micro, qui parle et qui va dire « Amérissage imminent ». Enfin, l'amérissage n'était pas imminent, ils sont à 10 000 pieds, ils ont encore laisse-les respirer, quoi. Mais non, amérissage imminent. Là, c'est la panique totale. Des gens commencent à hurler, les hôtesses leur disent de se mettre en boule, donc les gens mettent la tête là sur le siège de devant, et puis ça hurle pendant un bon moment. Les pilotes, pendant ce temps-là, tentent de redémarrer les moteurs. Surtout celui qui leur donne de l'espoir, c'est le moteur numéro 2, parce que le 1 et le 3, pas moyen, ils tentent, et puis chaque tentative échoue. À un moment donné, donc là ils ont l'APU qui est démarré. L'APU, c'est juste une unité qui donne l'électricité, la pression d'huile, etc. Donc, qui permet de démarrer les moteurs. Hein. C'est une sorte de turbine, mais elle donne pas de poussée ni rien du tout. Et puis, ils cherchent à s'en servir pour démarrer les moteurs. Ce qu'ils espèrent, c'est que en baissant l'altitude, la pression d'air augmente. Ça donnera plus de pression à l'APU pour pouvoir démarrer au moins un moteur. Ce qu'ils font, c'est que il pousse un peu sur le manche, de toute façon amérissage pour amérissage, il pousse un peu sur le manche pour augmenter la vitesse à 250 nœuds. En même temps, tout autour d'eux, tout ce que la marine américaine compte comme navire, comme avion, comme hélicoptère, sont déjà en route. Il y a un Hercule
d'une base de Clearwater qui était en l'air, qui commence à aller vers la zone. Il y a des hélicos qui étaient en l'air qui commencent aussi à aller vers la zone. Il y a d'autres qui commencent à démarrer leurs turbines. Il y a des navires qui changent leur cap. Tout le monde commence à aller vers cette zone au large de Miami où on sait que incessamment sous peu, un avion avec 172 personnes à son bord va amérir. Ça signifie c'est une question de minutes après pour que ces gens soient localisés puis qu'on leur jette des moyens de flottement et tout ça pour qu'ils puissent rester en vie le temps qu'on les sorte de la bouille. À 4000 pieds, miracle, le réacteur numéro 2 démarre. Les pilotes avaient joué un coup de poker en fait. Ça signifie ce qu'ils avaient fait, ils avaient décidé de sacrifier un peu d'altitude. Ils ont poussé sur le manche, augmenter la vitesse de 225 à 250 nœuds en vol plané, en pur vol plané. Donc pour augmenter la vitesse en vol plané, il faut piquer plus. Donc ils ont fait piquer l'avion à 250 nœuds. Ce qu'ils ont fait, ils ont eu assez de pression pour démarrer le moteur numéro 2. Le moteur numéro 2 démarre. Ce qu'ils font, c'est que doucement, ils commencent à stabiliser la descente. À 3000 pieds, la stabilise. Ils réussissent même la prouesse, et ça, c'est unique dans les annales, ils réussissent la prouesse de monter de 3000 à 3900 pieds, probablement en sacrifiant un petit peu de vitesse et en mettant le réacteur à fond. Donc, ils réussissent à monter à 3900 pieds, et là, ils décident qu'ils ont assez tiré sur leur chance, et ils se maintiennent à 3900 pieds. Dans la cabine, ça hurle toujours, c'est toujours la panique, c'est toujours la galère, toujours les pleurs. Et puis, au bout d'un moment, il y a une hôtesse de l'air qui n'en peut plus, donc elle arrête un peu avec sa position, elle regarde par le hublot, et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit les premières maisons de la ville de Miami. Concomitamment, le commandant de bord se rappelle qu'il y a des passagers derrière, et puis qu'est-ce qu'il leur dit? Atterrissage normal, atterrissage normal. L'avion réussit à atterrir normalement sur la piste 27 à l'aéroport de Miami. Quand il atterrit, il y a deux moteurs qui sont en train d'envoyer de la fumée. Il y a le moteur numéro 1 et le moteur numéro 3. Il y a à peu près 22 véhicules des pompiers qui sont là. En 60 secondes, il y a 22 véhicules des pompiers qui sont là. Ils éteignent donc les deux réacteurs avec leur lance à incendie. Et ce que fait l'équipage, c'est qu'il décide que il ne faut pas évacuer. Ça ne sert à rien d'évacuer. Parce qu'une évacuation, surtout avec des passagers si paniqués que cela, peut très facilement finir avec des blessures, voire même avec des morts. Donc ce qu'ils décident de faire, ils décident d'aller au terminal normalement. Par contre, ils n'ont pas assez de puissance, parce que le moteur numéro 2, le seul qui marche un peu, ne leur donne plus assez de puissance à ce stade pour pouvoir faire rouler l'avion. Donc, ce qu'il faut faire, du terminal, il ramène un tracteur, s'accroche à l'avion, et il va tirer l'avion, gentiment, jusqu'au terminal où les passagers pourront débarquer normalement. C'était des gens qui revenaient de loin, clairement. Que s'est-il passé? Alors voilà, le TriStar était mu par 3 moteurs de type Rolls-Royce RB211. Durant ce début des années 80, la FAA n'était pas très contente de la performance ou de la fiabilité, on va dire, de ces moteurs-là. Plusieurs reprises, ces moteurs étaient tombés en panne, plus souvent en croisière, justifiant des déroutements. Parfois, ils ont donné des inquiétudes à des pilotes et ça a justifié des atterrissages d'urgence. Donc, il fallait les surveiller comme de l'huile sur le feu. Alors, ce que Rolls-Royce avait demandé, c'est qu'on inspecte ce qu'on appelle des MCD, des Master Chip Detector. Je vais vous dire ce que c'est. Alors, le MCD, c'est un bouchon, tout simplement. C'est un bouchon qui se trouve sur un carter d'huile sous le réacteur, en position 6 heures. Alors certains réacteurs en ont plusieurs, certains en ont un, etc. Mais en fait, l'idée, c'est la chose suivante. C'est que c'était un bouchon qui ferme donc un carter d'huile, un petit réservoir d'huile qui contient 20 litres d'huile, 21 litres. Et en fait, ce bouchon-là comporte quoi? Comporte une sorte de tige longue, un peu comme une cigarette, et cette tige-là est aimantée, c'est un aimant. Alors, quand ce bouchon est en place, autour de cet aimant circule l'huile, et s'il y a quelque part dans le réacteur
une pièce qui est en train de doucement dégénérer, qui est doucement en train de tomber en panne, en général, il est connu que cette pièce-là, dans les heures avant sa panne, commence à balancer une sorte de limaille de métal, commence à envoyer des bouts de métaux. Certains sont visibles à l'œil nu, d'autres sont microscopiques. Et en fait, cet aimant-là les accroche. Alors, ce qu'on a demandé aux propriétaires, aux exploitants d'avions équipés de ce moteur, c'était de changer ces bouchons, de les vérifier toutes les 25 heures de vol. 25 heures de vol, c'est pas grand chose. Un de ces avions qui décolle, qui va en Europe, qui revient, qui va en Asie et qui revient, voici les 25 heures de vol. Donc, les mécaniciens de chez Eastern les remplaçaient à qui mieux mieux. Alors, ce qu'ils faisaient, c'était, ils ouvraient un petit capot sur le réacteur, ils ouvraient le bouchon, ils le retiraient. Ils le mettaient dans un sac en plastique, le fermaient, mettaient une étiquette dessus pour identifier le réacteur et l'avion. Et qu'est-ce qu'ils font? Et donc ils vont le ramener au magasin, ils vont le donner à quelqu'un, ils vont le mettre dans un bac, et après ça sera analysé dans un laboratoire. Ça signifie un laboratoire où des techniciens vont analyser visuellement cet aimant-là, et s'il y a des particules dessus, elles seront analysées même au microscope dans un laboratoire spécialisé pour savoir quel genre d'où elles ont été perdues. Maintenant, ce bouchon, on sait qu'il part. Ce bouchon, il part. En attendant, il faut un autre pour le moteur. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Au magasin, ils prennent 3 bouchons, ils prennent 3 autres. Ils prennent 3 autres, et puis ils les replacent. Voilà, c'est tout. Ce jour-là, la veille donc de l'accident, la veille la nuit du 4 au 5 mai, l'appareil était là. Et des techniciens devaient faire cette opération dessus. Les techniciens d'Eastern, d'ailleurs, avaient réalisé à peu près 100 000 fois cette opération. Il y a 100 000 bouchons qui ont été changés. Mais bien sûr, ces bouchons ne sont pas jetés, encore une fois. Ces bouchons partent au lab, ils sont rapidement analysés. Si on trouve que c'est OK, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont juste nettoyés, remis dans un sac en plastique, et ils reviennent en magasin, là où les techniciens les trouvent, ils prennent 3 bouchons et ils vont les utiliser. Le problème est le suivant. C'est que ce soir-là, quand ils retire les bouchons, il retire ces 3 bouchons, il les emmène au magasin, là ils ne trouvent pas de bouchons de rechange. Ok, ils ont donné les 3 bouchons, il n'y en a pas d'autres. Ok, que faire? Il y a un lot qui devait revenir, il n'était pas là. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont donc aller dans la réserve, chercher des bouchons neufs. Donc ils trouvent des boîtes qui viennent chez Rolls-Royce, avec le bouchon neuf. Ils en prennent 3, et ils reviennent vers l'avion. Et voici le problème. C'est qu'ils avaient l'habitude de changer des bouchons qui revenaient d'atelier. Là, ils ont des bouchons neufs. C'est quoi la différence? Il y a un détail pourtant très important. Ces bouchons neufs n'ont pas de joint. Alors, il y a 2 joints, circulaires. Un seul peut suffire pour empêcher la perte d'huile. Mais il y en a 2. En aviation, on aime bien doubler. Donc, il y en a 2. Et ces joints sont placés dans un petit sac en plastique qui est dans la boîte. Les mécaniciens n'ont pas remarqué ce sac en plastique. Donc ils ont pris rapidement les bouchons, ils ont été pour les installer. Le travail se faisait de nuit. Le travail se faisait de nuit dans un endroit pas très bien éclairé. Donc, ils ne voient pas très bien ce qu'ils font. Ça signifie, ils voient ce qu'ils font, mais il faut vraiment chercher à l'œil ou sous une lampe pour voir que les joints ne sont pas là. Ces mécaniciens ne réalisent pas la différence entre ce qu'ils ont enlevé et ce qu'ils ont remis. C'est le jeu des 2 différences. La différence, c'est qu'il y a 2 joints qui manquent. Alors, le système, si vous voulez, il a une sécurité. Mais cette sécurité, en réalité, si on oublie d'installer le bouchon, on oublie complètement. Imaginons qu'il n'y a pas de bouchon qui est installé. Il y a une sorte de valve, parce que le bouchon, quand il est installé, il pousse une valve qui s'ouvre. Quand le bouchon est retiré, la valve se ferme. Cette valve toute seule peut empêcher l'huile de sortir. Donc c'est même, on dirait, moins grave d'oublier le bouchon que de mettre un bouchon sans les joints. Parce que si on oublie de mettre un bouchon, la valve va bloquer la sortie d'huile. Alors cette valve-là, elle tient à peu près
lui, il va quand même sortir à très faible débit et le réacteur pourra fonctionner à peu près 5 heures et au bout de 5 heures, il affichera une alarme baisse de quantité d'huile ou baisse de pression d'huile. Donc, c'est arrivé dans le passé chez Eastern, chez d'autres compagnies et ça a justifié énormément de déroutement. Donc, c'est arrivé à de nombreuses reprises avant cet accident que on dit accident parce que 3 moteurs en panne quand même. Hein. C'est pas un incident, c'est réellement c'est qualifié d'accident ce qui est arrivé. Même s'il n'y a pas eu mort d'homme, même s'il y a eu comme de la casse, il y a 3 moteurs qui ont été endommagés au-delà de toute réparation, dont les pièces étaient littéralement soudées les unes aux autres et tout, il y a eu un incendie à l'atterrissage, hein, c'est un accident. En fait, ce qui se passe ici, c'est que cette valve a protégé plusieurs fois les réacteurs. Mais il y a eu des atterrissages d'urgence où après on a constaté que, oups, il n'y a pas de bouchon sur ce réacteur-là. Okay. Mais là, c'était pire en fait. Ça signifie que le bouchon était placé, donc il a ouvert la valve de sécurité, mais en même temps lui-même n'avait pas de joint. Au sol, quand le mécanicien et d'autres techniciens ont fait l'inspection de l'avion avant le départ, tout semblait normal. Quand les réacteurs ont démarré, tout semblait normal. C'est après, en vol, que lui, il a commencé à sortir, et elle est sortie très rapidement. Le NTSB, quand il a fait son enquête, il a approuvé la décision des pilotes de faire demi-tour, de revenir même s'ils étaient proches de Nassau, parce qu'il y avait d'autres raisons. La météo sur Nassau était en dessous de marginal. Il y avait des nuages à 1000 pieds, le plafond était à 1000 pieds, il y avait même des nuages vus à 500 pieds. Ça veut dire qu'en fait, il y avait un risque de remise des gaz sur Nassau. 2. Sur Nassau, le contrôleur n'a pas de radar. Ça signifie qu'en cas d'urgence, il n'était pas capable de leur donner des vecteurs radar pour les ramener directement sur l'axe de piste. Il aurait fallu qu'ils suivent l'approche publiée, qui était assez compliquée et qui exigeait, même s'ils étaient proches de Nassau, l'approche exigeait quand même, aux instruments exigeait de faire un grand tour, d'aller au sud du terrain, remonter, etc. Donc, au final, quand ils en pensaient, même s'ils étaient plus proches de Nassau, mais quand ils en pensaient qu'ils seraient plus rapidement à Miami, là où la météo était VFR, ça signifie qu'ils pouvaient atterrir à vue et direct et sous guidage radar, c'est nécessaire. Ils avaient eu raison, en fait. Ça signifie que le fait d'avoir fait demi-tour les a probablement sauvés. Parce que leur avion, dans l'état où il était, probablement il n'était pas capable d'aller encore commencer à vouloir s'en sortir ou faire une approche aux instruments. Donc vous voyez, le fait d'avoir eu des personnes extrêmement expérimentées ce jour-là dans le cockpit a finalement sauvé l'avion. Donc les gens sont tous rentrés à la maison ce jour-là. Je ne sais pas combien ont repris l'avion de leur vie après. Mais cet accident vous indique comment les erreurs de maintenance ou comment la maintenance est extrêmement critique, parce que quand il s'agit de maintenance, il n'y a plus de redondance, c'est fini. À bientôt mes amis et merci d'avoir suivi cet épisode.